Bonjour et bienvenue sur Contribution. Nous sommes Sabrina et Nicolas, nous avons une expérience de 20 ans dans le management de réseaux de distribution et aujourd'hui nous sommes multi-entrepreneurs. Contribution, c'est un espace dédié à la célébration de la créativité, de l'audace et de l'engagement. Dans chaque épisode, nous mettons en lumière des personnes inspirantes, des créateurs passionnés, qu'ils soient entrepreneurs, artistes ou visionnaires. Nous explorons leur parcours, leur motivation, leurs succès et leurs défis. Chaque invité représente une pièce unique du puzzle qui compose notre société en constante évolution et leur contribution laisse une empreinte significative dans le monde qui les entoure. Que vous soyez vous-même un entrepreneur en herbe ou simplement curieux de découvrir les histoires qui se cachent derrière des projets ambitieux et motivants, ce podcast est fait pour vous. Préparez-vous à être inspiré, à repousser vos limites et à embrasser le pouvoir de la contribution. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Contribution. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais me permettre une petite aparté pour vous rappeler combien il est important de soutenir les créateurs de contenu, d'autant plus quand ils le font gratuitement. Et en l'occurrence, dans notre cas, il s'agit non pas d'un soutien financier, mais simplement d'aller noter le podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Alors, on vous remercie d'avance pour votre soutien. Et donc, on va pouvoir entrer maintenant dans cet épisode de contribution. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Johanna Le Pape, qui est championne du monde des arts sucrés, qui a été en 2014 et qui est devenue chef pâtissière bien-être. Nous, on s'est rencontrés, je ne sais plus si c'est 2018, 2019 ou quelque chose comme ça. Et je me souviens très bien être tombée très rapidement sous le charme de ce concept de pâtisserie bien-être, pardon. Et c'est vrai que j'ai hâte qu'on puisse un peu développer le sujet ensemble. Donc, Johanna, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour démarrer cet épisode, je te propose qu'on fasse ça de manière très simple et que tu puisses te présenter. Pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, peux-tu nous dire qui est Johanna Le Pape ? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je suis donc Johanna Le Pape, chef, comme tu l'as dit, spécialisée dans la pâtisserie saine. Ça a été un cheminement puisque moi, je viens du monde du sport. Puis j'ai, il y a 12 ans, découvert l'univers de la pâtisserie française à l'étranger. Donc ça m'a amené à un CAP, finalement un grand tournant dans ma carrière qui m'a ensuite conduite vers la haute couture pâtissière à Paris. Et puis, dans ce cheminement, du coup, il y a eu des rebondissements qui m'ont conduite à la pâtisserie saine. Qu'est-ce qui t'a particulièrement attiré dans la pâtisserie saine? Qu'est-ce qui t'a amené le déclic quelque part? Alors, donc, je pense, comme je dis, il y a un terreau, puisque quand tu fais du sport pendant des années, quand tu es jeune, tu as un rapport au corps qui est peut-être différent. Quand j'arrive en pâtisserie, j'ai déjà un œil neuf, j'ai des études, j'ai une licence de sport. Donc, j'ai une prise de recul que peut-être on n'a pas forcément quand on démarre la pâtisserie à 15 ans. Et qu'on a finalement un peu une disquette qui est mise très tôt dans la tête et qui fait qu'on est un peu processé de manière automatique et qu'on imagine de voir une carrière évoluer dans les palaces parisiens. Moi, quand j'arrive, enfin, palace parisien ou en tout cas chef peut-être, moi, quand j'arrive dans ce métier, j'ai un œil neuf, une vision différente et j'ai voyagé beaucoup avant. Donc, je me rends compte que c'est un passeport international, que c'est un métier qui est hyper inspirant parce que je trouve que tu travailles en amont avec des producteurs, tu travailles avec des équipes pour créer des produits très bons, très gourmands pour tes clients qui vont derrière célébrer des instants, soit personnels, soit collectifs, en famille et autres. Du coup, c'est un peu le monde des bisounours où on s'éclate. Et puis, moi, j'y fonce à fond. Je rentre dans ce métier tête baissée avec l'ambition d'aller chercher le meilleur, la plus haute technique de la pâtisserie. Et j'ai la chance, du coup, dans ce parcours assez rapidement, d'être challengée et de participer à un concours qui me permet d'être rentrée en équipe de France et qui va me faire, du coup, gagner la Coupe du monde des arts sucrés avec mon binôme en 2014. Et donc, effectivement, là, ça chamboule un peu parce que d'un coup, tu te retrouves avec un titre très lourd à porter. Euh, et que tu es quand même au démarrage de cette transition. Et puis, assez rapidement, finalement, je vais me lancer à mon compte et je vais faire un burn-out. Ça va me conduire à, en fait, complètement re-questionner ce que je fous dans ce métier, clairement.
pourquoi un métier qui m'attire tant, qui parle de gourmandise, de plaisir, de bonheur, etc., m'amène à la dépression, entre guillemets, ou en tout cas le burn-out. Et dans ce questionnement, du coup, je vais avoir plusieurs lectures, notamment le livre de Simon Sinek, Commencer par pourquoi, qui va, je pense, initier une flamme et puis une ouverture avec beaucoup d'intuition, très ouverte à ce moment-là, en me disant l'intuition, s'il te plaît, guide-moi parce que je suis dans un nuage de brouillard. Et en fait, comme un peu un flash, je vais comprendre que c'est à travers un troisième pilier, si je racole un troisième pilier à la pâtisserie qui est esthétique et gourmande, si je racole le pilier sain et que je le construis et que je consolide la pâtisserie de demain avec ce troisième pilier, d'un coup, tout prend sens et je perçois un horizon radieux, ensoleillé et surtout très vaste avec des possibilités incroyables qui n'ont jamais jusqu'alors été explorées. C'est comme ça, en fait, que va naître finalement ce concept. C'est un mélange d'intuition, de remise en question, de souffrance, parce que c'est pas un terrain de bonheur et de plaisir quand tu es dans une phase de burn-out. Et en même temps, tu sais que pour t'en sortir, il va falloir creuser et chercher l'issue et la lumière. Et je pense que ce terreau un peu boueux, à un moment donné, fait émerger la graine, tu sais, qui va devenir la plante de ce terreau qui était en fait un espèce de compost qui n'était mal utilisé en fait. Donc voilà, il a fallu du coup recréer un écosystème, du coup une base saine après ce premier passage en pâtisserie pour ensuite se dire ok, maintenant que je suis en pâtisserie, que j'ai atteint ce niveau, en fait c'est quoi aujourd'hui, demain, est-ce que je fais comme tout le monde, est-ce que je poursuis une carrière un peu similaire ou est-ce que je crée quelque chose de différent? Et moi je pense que c'était ça qui était important pour moi, c'est de créer quelque chose de différent et qui me ressemble et qui fasse écho avec mes valeurs fondamentalement. Ouais, tout à fait. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce concept de pâtisserie saine? Parce que, tu vois, moi, je suis une fan de nutrition depuis toujours, enfin, tu vois, j'ai toujours ce souvenir depuis toute jeune d'essayer de bien me nourrir à la fois pour l'impact que ça a sur moi, mais aussi sur mon environnement et tout ça. Et je sais que pour certaines personnes, c'est un concept chiant parce que, voilà, c'est pas le fun et tout ça, alors qu'on peut se nourrir sainement avec gourmandise. Est-ce que quelqu'un qui est particulièrement fan de pâtisserie peut aimer tes créations et se dire je prends du plaisir, ou tu vois, c'est plus destiné à des gens qui veulent vraiment juste prendre soin d'eux? En fait, justement, l'expertise que j'ai en tant que chef, c'est savoir travailler les saveurs et les équilibres et les textures. Donc, si je ne sais pas faire du bon, du beau et du sain, on ne fait rien. Donc, l'objectif, c'est de faire une pâtisserie, là, en l'occurrence, qui soit à la fois délicieuse, visuelle, mais qui soit saine. Et ça, c'est un long travail, bien sûr. On le voit quand qu'on s'essaye à tester des nouvelles choses selon ce qu'on a envie de voir, moins de sucre, une pâtisserie plus végétale, une pâtisserie sans gluten, faire varier les farines, etc. On se rend compte qu'au premier essai, on n'obtient pas forcément le produit qui peut remporter la coupe de France, tu vois, parce que on a un produit parfois qui va avoir une texture pas à la hauteur, un goût, voilà. Et donc c'est d'essai en essai, de recherche en recherche qu'on va construire ça. Ce qui a été important, c'était que au moment où je décide de partir dans cette direction, il n'existe rien. C'est-à-dire que j'observe mon écosystème, je fais un peu un état des lieux. Et j'observe que du coup, là, on a des pâtisseries où, en une phrase, tu as compris ce qu'elles faisaient. C'est-à-dire, quand tu dis « je fais de la pâtisserie sans gluten », bon, bah, tout est dit dans le titre. Je fais une pâtisserie végétale, une pâtisserie bas d'indice glycémique, tout est dit. Mais pour moi, dans aucune des trois, je m'y retrouvais. C'est-à-dire que c'était pas complet. Et si je voulais amener quelque chose de différenciant, une pâtisserie saine, il fallait que j'aille étudier ce que pouvait être la nutrition, naturopathie, en fait, toutes ces médecines ou ces pratiques, on va dire, comment on peut dire ça aujourd'hui, qui tournent autour de la médecine, on va dire, qui sont très implantées, je trouve, aujourd'hui en France, parce que les gens vont beaucoup voir des naturopathes. Mais quelle approche, eux, ils vont avoir de la nutrition, de l'alimentation? Comment ils abordent l'alimentation saine? Quels sont les conseils qu'ils donnent à leurs patients, clients? Et donc, j'ai dû investiguer finalement un nouveau territoire qui n'était pas le mien,
qui était ce monde médical, paramédical, qui pouvait m'apporter des données scientifiques, expérimentales, et en croisant tout ça, essayer ensuite de ramener ça dans mon métier en me disant, OK, maintenant que tu sais ça, sur quel pilier tu peux aller pour vraiment amener cette pâtisserie et prendre ce paquebot et lui donner une nouvelle direction. C'est-à-dire que tu restes sur une pâtisserie très élégante, très gourmande, et en même temps, il va falloir lui donner une nouvelle direction avec un nouveau cadre. T'es pas en train de sortir le petit bateau, tu vois, la petite coque, et puis partir toute seule à l'aventure et avec, tu vois, tes bowls et tes énergie balls et tes barres énergétiques. C'est pas du tout l'idée. C'est vraiment de faire évoluer la pâtisserie comme on l'entend, dans une nouvelle direction. Donc, à partir de là, je pose des piliers qui vont définir cette démarche. 5, au nombre de 5, qui vont former le mot désir. On va commencer par diversifier, qui va être un des premiers piliers fondamentaux qu'on va retrouver en nutrition, mais dans l'écologie de manière générale, de cette volonté de vouloir diversifier les sols, diversifier notre bah, ce qu'on va pouvoir manger pour fournir à notre organisme un large éventail de molécules et de nutriments qui vont permettre de nourrir nos cellules de la meilleure façon. Et donc, diversifier était le premier pilier. Ensuite, il y avait le E qui est équilibrer les sucres en ajoutant des fibres pour baisser l'indice glycémique. Ça, c'est vraiment le deuxième pilier très fort en pâtisserie, le sucre. Et pourquoi, comment. Et donc, on se rend compte que c'est l'indice glycémique qui a un enjeu fort sur la santé. Et du coup, comment tu vas finalement le challenger pour quitter une recette qui n'a que du sucre de semoule dans sa recette, dans sa composition, vers un produit totalement différent dans l'écriture de sa recette, mais en même temps d'obtenir un biscuit similaire, un crémeux similaire. Donc ça, voilà, donc il y a vraiment un enjeu, mais du coup, ça demande aussi pas mal de recherche pour aller chercher à amener cette pâtisserie très sucrée sans fibre, parce qu'il n'y a pas de fibre. Tu utilises la farine blanche, du sucre raffiné, la farine raffinée, et c'est tout. Tu vas jamais avoir une farine complète ou du psyllium, comme j'en parle, ou des légumes, etc., qui vont pouvoir. Donc, c'était pas un enjeu jusque-là, donc c'est normal qu'on ne le voyait pas, mais en tout cas, il y avait vraiment un gros travail pour moi à faire sur ça. Et puis après, tu as le sourcing, le S, le I, innover, et le R, recycler. Donc, ces 5 piliers, en fait, sont fondateurs avec 2 piliers principaux qui démarrent le mot et qui vont, en fait, être la ligne directrice de cette nouvelle vision dans laquelle on va pouvoir faire plein de choses et exprimer une pâtisserie plus vertueuse, à mon sens, pour la santé et pour notre écosystème. Ok, donc on peut dire que tu es pionnière dans ton domaine. Est-ce que tu as quand même eu des sortes de mentors ou des figures d'inspiration un peu qui t'ont un peu guidée ou en tout cas qui t'ont donné de l'inspiration? Alors, j'ai pas forcément les noms en tête parce qu'il y a une période justement d'investigation qui m'a permis d'aller chercher énormément de connaissances, que ce soit dans l'innovation. Avant, je les citais de façon assez automatique. Ça fait quand même un certain temps que j'ai passé un peu cette étape. Donc, je les ai plus, mais je pourrais les retrouver par la suite. Il y a de nombreuses personnes qui m'ont apporté, mais qui avaient à chaque fois un élément de réponse, qui avaient soit une approche très écologique, une approche très santé, très nutri, des gens qui se spécialisent dans certains domaines très pointus et qui voilà, te permettent de te nourrir, là, pour le coup, de données, en fait, techniques, chimiques, physiques, scientifiques, et qui sont tangibles parce qu'à un moment donné, si tu veux faire évoluer ta pâtisserie, il va falloir que tu t'appuies sur des données scientifiques. Et donc, il faut avoir une très grande ouverture, absorber tout. Et à un moment donné, tu vois, ça a été même la question, est-ce que je vais pas passer un diplôme de nutritionniste? Parce que c'était un peu le truc classique qui ferait que peut-être mon message serait mieux entendu. Mais alors, pas du tout, parce que dès que j'ai ouvert en fait les yeux sur plein de disciplines, je voulais absolument pas être justement cataloguée dans une posture. Mais que ma force aujourd'hui, c'est d'être chef et d'être connectée à un réseau de pépites, de talents, de scientifiques, d'experts qui ont justement cette diversité, qui sont chacun experts dans leur propre domaine, comme moi je peux l'être dans le mien, et qui vont nourrir en fait ma connaissance et mes projets. Euh, donc, m'intéresser, me former, oui, mais je n'avais pas, et je n'ai en tout cas toujours pas cette envie de vouloir coller une étiquette
naturaux, etc., fortes, qui viendraient peut-être alourdir. Finalement, aujourd'hui, cette espèce de liberté où tout est possible, parce qu'en plus, l'innovation, qui est un de mes piliers, on le voit, permet d'observer énormément de choses sur le marché. Moi, je suis très en lien avec des marques qui connectent en fait l'humain pour récupérer la data. Ça, j'y crois beaucoup. Je crois que c'est la nouvelle disruption de notre siècle. C'est la santé. Et donc, on va le voir par la connexion et par un usage qui va être de la recommandation. Donc, on va consommer différemment, à mon sens, parce qu'on aura de la recommandation à travers de la data. C'est vraiment une vision que moi, je porte et que je soutiens. Et du coup, si tu veux, quand tu t'ouvres à la tech, à l'innovation dans le monde de la food, on découvre des produits, des algues, des super protéines, etc. Les champignons qui sont incroyables. On va travailler des champignons incroyables qui vont avoir des vertus tous très différents. En fait, ça me donne une liberté, un champ d'action incroyable et du coup du temps pour aller explorer le champ des possibles et de ne jamais être, entre guillemets, rappelé par le monde des naturaux, le monde des nutris, le monde des, je sais pas, ah oui, mais au fait, là, tu sors un peu de ton cadre. Non, justement, ma force, c'est d'être chef et d'être ouvert à ça. Et du coup, de toujours remettre en question la connaissance et de ne jamais la prendre pour acquise pour être toujours au top de ce que l'on peut apprendre, connaître en termes de recherche et d'innovation sur cette partie de l'alimentation saine pour votre corps. Est-ce que tu as un ingrédient ou une technique que tu affectionnes particulièrement? Là, tu parlais de champignons, mais je sais pas si c'est ça, mais un ingrédient ou une technique qui, voilà, que tu aimes vraiment particulièrement pour rendre tes pâtisseries saines? Il y en a plein. Bah, j'aime beaucoup parler alors bien sûr, on va évidemment parler des farines complètes, hein, si on repart de la base, hein, ça sert à rien de travailler une farine blanche et puis après de te parler de psyllium si tu utilises une farine blanche. Bien sûr, faisons la part belle aux farines complètes qui ne demandent que ça d'être complètement utilisées dans leur ensemble avec tous leurs bienfaits. Pourquoi leur enlever ce qu'elles ont de trop bien? Et puis le psyllium qui va arriver comme un superfood qui va en puissance, plein de fibres, qui va permettre justement de baisser ton IG très fort et qui va être un super aliment dans ta recette et qui en plus va s'utiliser de façon vraiment en toute petite quantité avec parcimonie. Tu vas en rajouter un tout petit peu, donc tu n'auras même pas une question d'ordre financier, ah tiens ça coûte cher, etc., etc. Parce que voilà, le prix va être donc je trouve qu'aujourd'hui le psyllium c'est un super ingrédient qui aujourd'hui me plaît beaucoup. Et puis après c'est pas dans la catégorie des sucres si je dois t'en nommer un, c'est le sirop diacone qui est, euh, qui est génial et qui va du coup être un sucre très riche en fibres et qui va apporter en fait qui a IG bas et qui va apporter à la fois du goût, une saveur et en même donc qui va sucrer ta recette mais tout en étant à IG bas. Donc tu vois, j'ai plein de produits chouchous, je t'en cite que deux, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, le livre que j'ai sorti en septembre recèle plein de petites pépites. Tu peux nous parler justement du livre. Combien de temps ça prend de créer un livre comme ça? Est-ce que tu peux nous parler de cette aventure un petit peu? Alors le livre, ouais, c'est une sacrée aventure parce que c'était un projet que j'avais depuis très longtemps. C'était un peu comme finalement synthétiser 8 années de travail et de recherche dans un livre qui allait amener vraiment une vision, qui allait en fait cristalliser d'une certaine façon les engagements que j'avais pris il y a 8 ans avec ces piliers forts dont je parle, mais que finalement personne ne comprenait vraiment parce qu'il n'y avait pas encore d'ouvrage ou quelque chose de tangible qui venait incarner cette vision. Et donc le livre pour moi était quelque chose de très important dans la construction de cette nouvelle pâtisserie saine. Il fallait un ouvrage qui permette de se référencer, dans lequel on pouvait se référencer pour aller s'inspirer, se nourrir au quotidien. Donc un livre qui a été pensé en deux parties avec évidemment une partie introductive qui t'explique évidemment pourquoi et dans quelle direction on va avec un constat et ses 5 piliers. Puis on rentre très rapidement dans les 250 ingrédients de ce livre avec 12 catégories, donc les farines, les sucres, les huiles essentielles, les huiles, les oléagineux, les graines, les fleurs, les herbes aromatiques, etc. On va vraiment balayer en fait tous les possibles et se dire d'un coup, waouh, en fait, on sort vraiment de farine, beurre, sucre, crème, et puis une épice, un fruit, etc. Là, on va voir le panel des possibilités. Et d'un coup, tout est possible. Quand on a la connaissance des farines et comment les utiliser, eh bien,
on se rend compte que finalement, sa recette, on peut la challenger grâce à ce travail que moi j'ai fait en amont, du coup, de conception, d'association des farines. On ne peut pas remplacer 100% d'une farine de blé par une farine, je sais pas, de pois chiches, de riz ou autre, selon la recette que tu veux réaliser. Donc, ce travail d'équilibrage, je l'ai fait parce que je me rendais compte aussi qu'il n'y avait pas d'ouvrage et des informations qui se contredisaient sur Internet. Enfin, vraiment, une espèce d'espace où rien n'avait été vraiment construit avec avec une vision claire, précise et très soutenue, tu vois. Donc, j'ai vraiment voulu voilà, apporter ça. Et puis après, évidemment, t'as la partie recette où chaque recette a sa version, si la recette ne l'est déjà pas, végétale, pas IG ou sans gluten. Mais c'est un très incroyable parce que du coup, tu fais une recherche, tu pousses énormément de choses, tu découvres des ingrédients pendant la construction de ce livre, tu continues de te nourrir et de te former. Et d'un coup, tu te dis, ouais, en fait, ce que je porte depuis 8 ans, en fait, ça y est, ça s'incarne dans un ouvrage qui peut être du coup un ouvrage de référence, en tout cas un premier ouvrage de référence, qui peut peut-être pour les générations à venir être un premier support à challenger, bien sûr, toujours, mais peut-être pour ensuite aller plus loin demain. La gastronomie, elle a longtemps, française notamment, elle a longtemps été perçue comme un peu un bastion masculin, mais on voit aujourd'hui qu'il y a quand même de plus en plus de femmes qui sont récompensées. Est-ce que toi, en tant que femme dans ce milieu, euh, en gros, quelles ont été tes expériences en matière d'intégration, de reconnaissance professionnelle? Est-ce que tu as constaté des obstacles particuliers ou au contraire des évolutions positives qui montrent que on est dans un changement d'air? Oui, en fait, c'est marrant parce que je pense que pendant les 8 dernières années où les gens ne considéraient vraiment pas la pâtisserie comme saine, en fait, cette approche-là ne parlait pas du tout au monde de la pâtisserie. Je parle de mon milieu, parce qu'évidemment, il y avait déjà des gens qui étaient sensibles à ça dans la communauté, donc j'ai toujours eu des clients qui ont toujours été très intéressés et tout, mais de manière générale, la pâtisserie n'était pas vue. Donc en fait, on ne me regardait pas et on ne s'intéressait pas en fait à ce travail. On me posait pas de questions. Euh, on savait que je faisais ça, on savait que si un jour ça devait sortir, eh ben on savait que j'incarnais cette démarche, cette prise de position qui était quand même euh, un peu, bah, comment dire, euh, il fallait quand même avoir un peu de courage quand même pour arriver dans un métier très normé, chapeauté par beaucoup d'hommes, de chefs évidemment, de par l'histoire du métier, parce que les hommes ont vraiment euh, œuvré dans ce métier longtemps et les femmes sont arrivées vraiment sur le tard. C'est une question voilà, d'histoire. Hein. Et donc, du coup, toi, tu arrives là, tu es jeune, tu remets en question les codes de la pâtisserie, tu acceptes l'idée que la pâtisserie traditionnelle peut complètement euh, avoir une longévité infinie, mais toi, tu as envie d'apporter autre chose. Et donc, du coup, tu casses un peu les codes, en fait. Donc, si tu veux, pendant 8 ans, j'ai quand même été principalement en sous-marin, en faire de la recherche, j'étais très peu visible quand même. Et puis, après Covid, il y a eu un vrai tournant, un vrai changement. On a abordé la santé, l'alimentation sur un autre regard. Et là, il y a des choses qui ont émergé. Et ça, c'est incroyable. Donc là, moi, j'assiste à des changements énormes, puisque historiquement, maintenant, tu vois, je travaille avec Pierre Hermé, par exemple, pour la Coupe du Monde de la pâtisserie. Et historiquement, eh bien, pour la première fois en 2025, il y aura un règlement qui va inclure une charte RSE et que dans la notation, il y aura des points attribués à des engagements RSE, chose qui n'a jamais existé. Et donc, voilà, on pousse ça nous, en tout cas moi et d'autres confrères, hein, de plus en plus. Après, chacun avec sa vision et son spectre, et c'est ça qui est génial. C'est d'aller chercher à innover en respect avec la planète. Et puis, jusqu'où on peut aller, eh bien, si on peut aussi tirer le pilier du sain, très bien. Il y a aussi cette notion aussi, voilà, d'engagement éco-responsable qui est très important euh, en pâtisserie saine aussi engagée. Donc, moi, je suis au cœur de cet écosystème qui bouge et je vois les transformations importantes. Et là, j'en suis ravie. Et puis, ben, je sais pas, je pense que oui, les femmes sont mises à l'honneur. Je pense que à partir du moment où tu incarnes quelque chose de fort et que tu es en phase et authentique avec les valeurs que tu développes et que je pense tu as totalement ta place et on te fait la place. Tu vois. Si tu hésites,
Si tu n'es pas sûr de toi, si tu n'oses pas avoir le courage de, potentiellement, c'est plus là en fait qu'il y aura peut-être des complications, tu vois, pour t'imposer, on va dire sur un secteur. Ah oui, c'est sûr. Donc là, aujourd'hui, ton métier, donc tu dis t'es chef, mais c'est quoi ton métier? Est-ce que tu as une part de formation, de transmission que tu mets en pratique? Est-ce que tu fais des créations? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Je sais que tu interviens, je crois que tu interviens auprès d'entreprises sur du conseil et tout ça. Est-ce que tu peux nous définir un petit peu quel est ton métier? Donc moi, je suis chef pâtissière, donc consultant depuis maintenant 8 ans. Et mon métier, il prend plusieurs formes. Quand je me suis lancée, c'était d'abord beaucoup d'opportunités qui sont arrivées à moi. Donc c'était top. Et puis après, j'ai dû du coup définir mon travail. Mais c'est souvent venu par finalement les demandes. Il y a 3 piliers qui se sont définis très rapidement. Le pilier création, qui était finalement la création de cartes, création de produits industriels ou pour des startups qui avaient envie de challenger leur gamme justement et d'amener dans dans leur, euh, dans leur proposition à leur clientèle une gamme de pâtisseries, de gourmandises, de jus, de boissons, parce que ça s'élargit à ça, plus sain, voilà, plus sain. Globalement, c'était ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie de manière générale, on va dire, que ce soit pour de la restauration collective, que ce soit pour voilà, beaucoup de marques. Deuxième pilier très fort, ça a été aussi la formation, évidemment, dans les écoles professionnelles. Ça a été un vrai sujet qui est évidemment toujours d'actualité aussi parce qu'il y a tellement à faire. Et en fait, c'est même aller au-delà de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est former les chefs. C'est ça mon engagement. C'est même plus, finalement, former les élèves, c'est très sympa, mais tu touches très peu. Moi, c'est former les chefs aux notions de base que peut être la pâtisserie saine pour que eux-mêmes puissent distiller ces connaissances dans leurs cours. En tout cas, qu'ils soient à même de pouvoir répondre quand aujourd'hui ils reçoivent des jeunes qui sont très avancés sur ces sujets, qui sont très en demande. Parce qu'on les voit. Hein. Moi, ces nouvelles générations, elles te loupent pas. Et eux, ça les gonfle en fait concrètement d'avoir un CAP qui est poussiéreux, d'avoir des recettes qui ont 30 ans, enfin, qui n'ont jamais changé, grosso modo, ou très peu évolué et où on va pas chercher à s'intéresser, à aller au-delà. Donc, il y a vraiment aujourd'hui une volonté, souvent des chefs ou des directeurs d'école, d'aller peut-être sur cette réflexion de former. Mais c'est encore vraiment, on est aux prémices. Hein, mais moi, je pousse, tu vois. Et puis le troisième pilier, c'est un pilier plutôt événementiel qui va incarner à travers un événement une prestation. Ça peut être très divers. Ça peut être à travers une opération un peu plus traiteur, show cooking. Là, tu vois, avec les JO, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire, auxquelles je participe avec des événements avec les enfants. On les fait venir sur scène et du coup, moi, je participe aussi à du coup toute l'écriture de l'événement et sur scène. Bah, après, avec le micro, voilà, ça fait un peu show cooking, mais ou même ça peut se traduire à travers des concours ou des challenges, etc. Donc, ou des soirées de lancement de gamme de produits où on veut qu'il y ait une signature de chef engagée. Tu vois, je travaille pour le top 14 sur un événement qui va avoir lieu en mois de juin. Donc, je signe les desserts en co-création avec une école parce on veut mettre la pédagogie et les élèves en action. Donc, ça, c'est hyper intéressant. Voilà, donc il y a 3 pôles majeurs et puis après, j'ai envie de dire que un pôle que je suis en train de beaucoup développer, il y en a 2. C'est le pôle médiatique, c'est d'aller chercher vraiment à être beaucoup plus présente sur les médias. Ça, c'est une volonté très, très forte de ma part, à travers, des différents canaux, tous les canaux possibles. Et puis un deuxième pilier, c'est l'accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur alimentation. Là, j'ai vraiment développé une méthode. On s'adresse vraiment aux sportifs et à sa performance pour augmenter sa performance sur l'aspect alimentaire. Et là, on sort du cadre de la pâtisserie puisqu'on est sur le plan alimentaire global avec mes experts et mes outils connectés pour leur proposer. Alors, c'est vraiment une méthode que j'ai créée, mais du coup, c'est hyper inspirant parce que aujourd'hui, tu te rends compte que dans le monde du sport de haut niveau, ben, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça, c'est deux nouveaux secteurs sur lesquels je suis en train vraiment de développer. Euh, voilà. Et puis, en fait, ma marque, c'est mon nom. Donc, si tu veux, tout est possible à partir du moment où je réponds à mon pourquoi qui est mieux nourrir la planète. Mon objectif, c'est mieux nourrir la planète. Donc, évidemment, on est parti du spectre de la pâtisserie. Mais en tout cas, moi, aujourd'hui, je le challenge et je le fais évoluer pour que justement j'aille sur le secteur de l'alimentation au global.
et aller toucher des publics plus niches qui vont être les sportifs de haut niveau dans un premier temps et pourquoi pas après par la suite d'aller travailler auprès des cantines, des enfants, enfin, tu vois, cette cible enfant qui me tient très à cœur. Et peut-être pourquoi pas demain avec des hôpitaux, des médecins qui travaillent sur des maladies très spécifiques. Ça, ce sont des sujets qui m'animent énormément et qui te permettent de toujours de te challenger et de pousser ton curseur de connaissances en fait toujours plus haut. Ça fait de toi une chef d'entreprise accomplie. Est-ce que tu as des objectifs à court, moyen, long terme? Tu sais, on dit que voilà, pour une entreprise, il faut avoir une vision à plus ou moins long terme. Est-ce que tu as quelques objectifs à partager avec nous? En fait, vraiment, mon objectif principal, c'est répondre à ma mission de vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment faire rayonner l'alimentation saine sur la planète. Ça, c'est un objectif. Donc, en fait, je vais tout faire pour ça. Et du coup, ce qui me semble assez cohérent, c'est qu'en plus, la vie est assez cyclique, on le voit bien. Il y a des cycles de vie où on doit être, comme moi, j'ai été un moment dans les palaces ou dans les sous-sols à travailler comme une acharnée sur des techniques que je vais peut-être jamais réutiliser, mais qui sont fondatrices et qui m'ont permis d'être importante dans ma matrice de construction. Mais ensuite, aujourd'hui, tu vois, je sens que je suis plutôt dans une ère de médiatisation, de visibilité, de connexion aussi, connecter avec des réseaux beaucoup plus larges, des réseaux de gens connus, d'organisations mondiales qui œuvrent, qui agissent sur le terrain pour avoir une action hyper impactante. Et du coup, d'apporter mon savoir-faire à différents niveaux, en fait, auprès de ces institutions pour faire rayonner l'alimentation saine. C'est vraiment mon objectif. Et du coup, peut-être que j'ai pas une entreprise à proprement parler, comme par exemple quelqu'un qui va avoir beaucoup de salariés, qui va construire avec des objectifs peut-être financiers et autres. Pas du tout. Moi, j'arrive vraiment avec une mission de vie. Et du coup, l'objectif, c'est que je sois toujours alignée, connectée à cette mission de vie et que je challenge tout le temps mon quotidien et mon travail, ce que je peux apporter pour faire voilà, switcher. C'est-à-dire que, comme je te disais, je faisais de la formation jusque-là pour les élèves, mais le next step, c'est d'aller révolutionner le CAP, former les chefs, avoir tu vois, un impact plus fort à une échelle plus importante, plus haute. Est-ce que tu travailles seul ou j'imagine, tu es entouré d'une équipe ou des gens avec qui tu travailles, qui sont peut-être freelance ou autre, mais est-ce que tu as vraiment une espèce de garde rapprochée avec qui tu travailles tout particulièrement? Exactement, en fait, c'est exactement ça et alors j'ai une personne qui me suit à 100 sur ma communication parce que ça, je pense qu'on peut pas faire autrement et puis j'ai expérimenté, tu vois, enfin, d'avoir une équipe, des salariés et cetera, mais c'est pas du tout fait pour moi. Dans le sens où en fait, je vais perdre énormément d'énergie à aller, challenger, accompagner, ce qui est normal quand tu es manager, ce qu'on m'avait expliqué hein, quand tu es chef d'entreprise, c'est tu es leader, manager et dirigeant. Donc, du coup, tu as 3 casquettes très différentes. Le dirigeant, il doit assurer la sécurité financière, là. Le leader, il porte une vision, il doit donc toujours être dans l'innovation de sa vision. Et le manager, il doit assurer finalement que les employés vont bien, qu'ils sont dans les bonnes conditions. Tu vois. Pour moi, du coup, ces 3 casquettes qui étaient très lourdes à porter. Et je m'en suis rendu compte qu'en tout cas, celle du dirigeant, de toute façon, elle allait être là, mais je voulais qu'elle prenne très peu de place pour avoir vraiment me consacrer qu'à la phase leader. Et le management me prenait tellement d'énergie, de temps que en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas envie de consacrer mon temps à ça. Donc, aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a des consultants autour de nous, il y en a plein qui commencent qui sortent de terre de tous les côtés et qui, du coup, sont dans la même énergie que toi, avec cette volonté de toujours remettre en question leur connaissance. Le contrat peut avoir une durée limitée au projet qu'on va mener ensemble. Si ça a bien fonctionné, on continue et on s'arrête demain. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un écosystème qui est hyper large et dans lequel je pioche un peu finalement comme je sais pas comment on dit là, mais tu sais, les monnaies digitales, on parle de. Enfin, tu vois, une sorte d'arborescence autour de toi qui fait que du coup, tu crées, et ce contact te permet de te connecter à un autre écosystème hyper fort que tu n'aurais jamais atteint sinon. Et du coup, ça c'est une blockchain, tu vois. On est au milieu d'une blockchain et en fait, c'est comment tu veux faire rayonner ta blockchain personnelle. Toi, tu es au cœur du truc et puis du coup, tu connectes et tu crées des liens. Et c'est ça, moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'était ça ma place en tant que leader, porteuse de vision et donc
À partir de là, voilà, je travaille beaucoup avec mon intuition, si ça c'est certain, qui me fait aller là où il faut aller demain. Tu as des enfants, il me semble. Est-ce que, comment tu fais pour concilier toutes ces ambitions professionnelles et tes aspirations personnelles? C'est une question que se posent beaucoup de gens, à la fois qui sont salariés ou pas, mais d'autant plus quand tu es chef d'entreprise et que tu incarnes ta propre, marque. Est-ce que tu as des astuces à nous donner sur sur le sujet? Écoute, c'est vrai que quand tu as des enfants, c'est, incroyable, ça change beaucoup de choses. Je pense qu'il y a différentes phases. Il y a déjà l'arrivée du premier qui te chamboule ta vie, mais littéralement. C'est-à-dire, c'est une espèce d'une machine à laver où tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Et puis bizarrement, 3 mois, 6 mois après la naissance, c'est quand tu commences à revoir la lumière et tu te dis: «Tiens, j'ai l'impression que je peux retoucher ma vie d'avant» et puis moi, boum, je retombe enceinte. Donc non, en fait, tu retrouveras pas et en fait, tant mieux, finalement, parce que j'étais un peu workaholic et du coup, j'avais cette tendance à toujours pousser le bouchon, mais même, du coup, peut-être même à perdre en efficacité. Quand tu as des enfants, à un moment donné, tu sais que finalement, le timing, il est resserré. Du coup, tu deviens méga super efficace. Tu deviens un super héros qui, dans ta journée, tu sais sortir plusieurs casquettes parce que voilà. Et puis, je crois que ce qui est important, c'est, enfin, pour moi en tout cas, c'est de me dire, OK, en fait, mes enfants sont là, maintenant, ça devient ma priorité. Et leur bien-être, c'est ma priorité. Quand je suis avec elles, c'est ma priorité. Et le travail passe au second plan. À partir de ce moment-là, ça a tout changé. Ça voulait dire que mon travail reste hyper important. Je suis une passionnée et j'ai de grandes ambitions. Mais du coup, comme j'ai fait cette gymnastique, on va dire, de priorité, du coup, quand il y a un élément qui te ralentit, qui, enfin, on va dire, quand tu as un enfant, tombe malade, ou je sais pas, il faut qu'il aille faire son vaccin, ou peu importe, il est fatigué, il t'a pas laissé dormir, etc. Et, on va dire, il te ralentit parce qu'il est là et qu'il a besoin de toi, etc. Bah, en fait, j'en fais ma priorité, je prends soin. Et l'objectif, c'est qu'à partir du moment où, en fait, eux, ils sont bien, moi, je vais être très, très bien. Et du coup, quand je vais plus être avec les filles, je vais être supersonique parce que je sais qu'elles sont bien, qu'on a fait ce qu'il fallait. Si je veux essayer de mettre tout au même plan, je pense que, en tout cas, dans la petite enfance, c'est ce que j'ai l'impression de vivre. Moi, en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai eu à un moment donné eu envie, tu sais, le travail qui te repousse à remettre ça en priorité et tu te rends compte qu'en fait, tu vas être perdant tout de suite. Donc, dès lors que moi, j'ai accepté cette idée que tant que tes enfants sont vraiment dans ce besoin et ça va durer un certain temps, ils sont vraiment pas autonomes et qu'ils ont besoin, ils ont besoin de toi à 100%, sur le plan émotionnel, tout en fait, sur tous les plans. Tu vas devoir te dédier à cette partie-là et ne pas la reléguer au second plan. Et du coup, tout devient plus simple parce que quand il y a un aléa ou un changement de programme ou quoi, bah en fait, tu sais que de toute façon, ça reste ta priorité. Et puis, la communication, voilà. Je crois qu'en fait, quand tu sens que tes enfants et ta famille va bien, quand ton noyau dur va bien, après, en fait, les moments où tu vas être au travail, où tu vas être dans tes projets, tu vas être super efficace, euh, hyper intuitive. Et puis, tu vois, même les moments où tu es avec eux, tu travailles pas, mais du coup, tu lâches prise. Et du coup, ça t'inspire. Et bizarrement, quand tu te mets au boulot le lundi matin, tu vas plus du tout te mettre au boulot de la même façon si tu avais dû bosser le week-end sur le projet. Pour moi, c'est une force, en fait. Si tu comprends que c'est une force, parce qu'ils vont t'aider à t'ancrer et à vivre l'instant présent, en fait, tu bascules, tu fais basculer tout ce qu'on entend dire de la difficulté finalement parce qu'on voudrait mettre, en fait, on voudrait challenger tout en même niveau, tu vois. Et là, ça devient en fait un espèce de combat permanent qui se heurte et du coup, il y a toujours un truc, un caillou, un grain de sable qui vient se faufiler dans l'écosystème. Et du coup, si t'es déjà en tension, bah, en fait, ça explose. Alors que si tu remets un cadre et tu dis, OK, quelle est ma priorité? C'est ça. Puis ensuite, c'est ça. Quand tu abordes le travail ou les projets, etc., tu as un détachement. Moi, ça m'a vraiment apporté, tu vois. Mais c'est pas facile. Et il faut être aussi, je pense, un peu organisé, tu vois, dans ta vie pour anticiper un peu les choses, tu vois, pour que le week-end, quand le week-end arrive, tu as un peu anticipé pour être hyper cool et relax et pas te dire, oh là là, il faut que j'aille faire les courses avec. Bon, voilà. Mais ça, l'entrepreneuriat te l'apprend, tu vois, à anticiper et à t'organiser.
Où est-ce qu'on peut suivre ton travail, tes créations, ton actualité? Est-ce qu'il y a un réseau social en particulier ou est-ce que c'est multicanal? Surtout Instagram. Et après, tu vois, tu vas avoir les réseaux comme LinkedIn, Facebook. Le podcast s'appelle Contribution. Qu'est-ce que c'est pour toi contribuer? Bah, c'est faire sa part, je pense. On a tous une part à faire. Et tu vois, chacun, comme je dis, tu vois, ma mission de vie, moi, c'est mieux nourrir la planète. On doit être nombreux à avoir cette mission de vie, qu'on l'ait, qu'on l'ait verbalisé ou non. Ça peut être ma mission de vie, c'est mieux nourrir la planète. Et du coup, moi, mon objectif, c'est d'être boulanger dans mon petit village. Et j'en suis passionnée. Et je voudrais mourir dans ma boutique tellement j'aime tous les jours retrouver mon pain et tout. Moi, pas du tout. Tu vois, je l'incarne cette mission, mais pas de la même façon. Euh, et du coup, je pense que ma contribution, elle est là. C'est-à-dire que se trouver et trouver sa mission pour ensuite œuvrer et pas se perdre à faire, tu vois, surtout quand tu es créatif et que tout t'intéresse et que tu es curieux, tu peux partir dans tous les sens. Mais quand tu as trouvé ton pourquoi, comme j'ai cité tout à l'heure avec ce livre que je recommande vivement, parce que pour moi, c'est le livre qu'on devrait avoir depuis, enfin, expliquer, illustrer dès la maternelle, dès tout petit. Pourquoi, qu'est-ce qui vibre en moi, qu'est-ce que tu vois. Et quand tu es là, du coup, tu sais pourquoi tu contribues. Sinon, tu peux toute ta vie courir après, ok, euh, c'est quoi ma part, c'est quoi ma place, c'est la quête de sens dont tout le monde parle en ce moment, enfin, qui est quand même latente depuis un certain nombre d'années, mais qui restera et qui à tout jamais, puisque c'est l'humanité a besoin de sens. Donc finalement, je trouve que ta contribution, c'est cette part que tu vas faire et que tu vas donner au monde. En tout cas, merci beaucoup pour ce moment passé en ta compagnie. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois, les années à venir? Ah, bon vent vers Los Angeles peut-être. Non, et puis en fait, juste non, de dire à tous les auditeurs qui sont là que, vraiment, enfin, de revenir sur cette notion de sens, de pourquoi, de trouver sa pépite. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on trouve sa pépite, son pourquoi, euh, c'est comme si, clouc, tu sais, tu t'alignes. Et moi, je souhaite ça à tout le monde, en fait, cet alignement incroyable, parce que à partir du moment où tu fais, tu vois, tu t'alignes, clac, et ça y est, t'es à la bonne place. Tu peux faire tellement de choses et explorer tellement de domaines, mais avec enfin, tu vois, un objectif, une vision, un horizon très clair. Et là, en fait, on va se connecter. Si tu ne trouves pas ta place, si tu ne sais pas où tu es, ça va être compliqué, ça va être grinçant, cette radio qui est mal réglée, c'est ce caillou dans la chaussure, c'est ce parcours qui est douloureux, fatigant. Non, non. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de se trouver, parce qu'à partir du moment où tu te trouves, tu éclaircis ton écosystème, tu redonnes à chacun sa place dans ton écosystème, même à ton mari, tes enfants, tous les gens qui t'entourent. Et, euh, et tu brilles et tu incarnes ta vie, et tu incarnes l'âme, et tu incarnes ta mission. Tu sublimes en fait ton existence. Et ça, moi, je crois que c'est ce que je peux souhaiter à tous les auditeurs qui nous écoutent. Ça va bien au-delà du coup de juste mieux nourrir. En tout cas, pourquoi pas nourrir le corps et l'esprit. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore voir chez l'autre quand il est aligné. Je trouve que c'est extrêmement beau. On s'émeut d'une œuvre d'art. Moi, je m'émeus d'une personne qui s'est trouvée, qui s'incarne et qui vit par ses actions au quotidien, qui vit cette mission de vie au quotidien. Oui, ça te fait vibrer autrement et puis tu attires à toi les gens. Quand tu vis quelque chose intensément, les gens le sentent et forcément, tu es plus attirant. Tu as une énergie nouvelle, différente. Tu deviens aimant aux bonnes choses qui sont en lien avec qui tu es. Donc, on trouve sa pépite et son canal pour briller. Écoute, merci beaucoup pour ce discours très éclairant et éclairé. Merci de ton temps et puis ben, bon vent de l'autre côté de l'Atlantique et puis beaucoup de bonnes choses dans toutes tes aventures. Merci Sabrina.